Allez, c'est parti. Je vous propose qu'on démarre notre comptoir, comptoir sur la data. Merci beaucoup de nous rejoindre, d'être fidèles à ces comptoirs, donc les rendez-vous Octo, qui sont incontournables maintenant depuis plus d'un an. Je vous rappelle, gardez bien vos micros, vos caméras, s'il vous plaît, fermés ou désactivés jusqu'à la fin. Bien sûr, à la fin, vous pourrez venir monter sur scène et discuter avec nous. Pour l'instant, gardez-les bien désactivés. Surtout, utilisez la fonctionnalité converser pour poser toutes vos questions. Vraiment, on les sélectionnera, on les mettra un petit peu tout le long. Et il y aura évidemment un temps d'échange à la fin de questions-réponses. Comme vous savez, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est échanger avec vous et répondre à vos questions. Et surtout, voilà, c'est vos problématiques qui nous intéressent le plus. Aujourd'hui, on a un programme assez copieux. Donc, on va parler data. Donc, on a intitulé ça Data sans valeur, n'est que ruine du SI. C'est parti d'un constat. En fait, il y a pas mal d'études récentes qui montrent voilà, qu'on est toujours, malgré les initiatives, malgré les investissements dans le côté data, on est toujours à la recherche de cette valeur, on est toujours à la recherche de résultats métiers. 48% des entreprises qui ont été interrogées régulièrement, donc on vous mettra bien sûr l'étude à la fin, ont le sentiment de ne pas forcément innover avec leurs initiatives data. 41% ne se sentent pas compétitives avec leurs données ou grâce à leurs données. Et 39% se disent ou seulement 39% gèrent la donnée comme un asset business. Donc voilà, donc on se dit qu'il y a encore des choses à faire à améliorer dans ces initiatives data. C'est le sujet qu'on a choisi de traiter aujourd'hui. Et surtout, seulement 30% des entreprises disent qu'elles ont des résultats concrets et de la valeur de leur transformation. Et c'est évidemment trop peu. Donc, je vous propose qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui. Nous avons des intervenants. On a Borémy, qui est notre leader de data architecture chez Octo, donc ce qu'on appelle la tribu Nouvelles Architectures de données. Bonjour Borémy. Bonjour. On a Cédric et Luc qui sont dans l'équipe de Bohémie qui vont aussi nous partager leurs différentes expériences. Et on a un intervenant, donc un partenaire qui va nous donner aussi sa vision des choses. Bonjour David, donc tu es de DataStax. Donc on a le plaisir d'avoir DataStax qui intervient avec nous aujourd'hui et qui va nous présenter un retour d'expérience concret qu'on vous présentera donc un peu plus tard. Voilà. Et moi, je suis Myriam. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis CTO d'Octo et je vais animer un petit peu la dynamique de ce meet-up, de ce comptoir. Je passe la main à Borémy Oui, pour la alors, data, l'héritage et les écueils, s'il te plaît. tout à fait. Donc là, c'est un peu le plan qu'on va suivre, mais je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec data, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais il nous paraissait important de définir à la fois ce que ça représente en termes d'héritage, mais aussi en termes de promesses. En termes d'héritage, je souhaiterais vous parler de deux grands points qui sont donc le premier, c'est un peu de quoi la data hérite, qui est ce qu'on appelle en français l'informatique décisionnelle et ce qui est traduit en anglais par business intelligence. Et c'est assez intéressant parce que les termes utilisés, alors aujourd'hui on regroupe ça sous analytics par exemple, mais ils sont assez porteurs de sens. L'informatique décisionnelle, telle qu'on le comprend en français, c'est souvent lié aux décideurs, à nous aider à prendre les décisions. Donc on a un peu ce côté faire du reporting pour ceux qui pilotent les sociétés. Mais si on prend la version un peu anglaise, on a business intelligence. Alors on peut le prendre au pied de la lettre comme l'intelligence par rapport à la situation business. Mais il faut aussi savoir que intelligence en anglais, pardon, a un sens de renseignement, comme dans la CIA, le FBI, toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, on a un sens un peu de surveillance, surveillance de la concurrence, mais aussi surveillance des clients, des prospects. Et ça, c'est quelque chose qui est derrière le mot data aujourd'hui et qu'on ne peut pas ignorer. On vous en reparlera tout au long de cette séance. Le deuxième aspect que je voulais souligner dans le cadre de l'héritage décisionnel, c'est une fracture un peu historique entre l'opérationnel et le décisionnel. Moi, quand j'ai fait mes classes, on parlait de SID, SIO, SI opérationnel, SI décisionnel. On
parlait de l'OAP, OLTP, il y a toujours eu cette espèce de fracture, différentes manières de faire, différents us et coutumes qui séparaient un peu ces deux mondes. Et aujourd'hui, bah, il y a des promesses derrière la data. Tout le monde y va. Comme disait Myriam, c'est plus une question aujourd'hui. Tout le monde essaye d'en faire, même si tout le monde n'y arrive pas. Et on a vraiment cette recherche pour aller quelque chose, et on peut le voir comme une BI traditionnelle qui doit évoluer pour aller vers des promesses. Et quelles sont-elles? Je vous propose deux axes d'analyse. Le premier, c'est l'axe d'une data plus fine. On va parler de choses complètement différentes. À l'époque, la BI traditionnelle, si par exemple on prend je sais pas, mettons les instituts type Médiamétrie qui faisaient de l'audience, bah, c'est toujours 5000 foyers quelque part en France qui ont un boîtier. C'était de l'échantillonnage. On faisait des catégories un peu grossières, et pendant très longtemps, la BI a été sur des rapports qui étaient à l'année, au mois, à la semaine ou au lendemain, par exemple, J+1. Ce qu'on peut voir aujourd'hui avec l'essor du digital, c'est-à-dire le fait que tout est connecté partout et tout le temps, on obtient une plus grande finesse dans la donnée. Et en fait, on n'est plus obligé de faire de l'échantillonnage, d'avoir des grands modèles un peu grossiers. On peut avoir la donnée la plus fine, la plus fraîche et la plus contextualisée possible. Ça, c'est ce qui a été amené avec l'essor, on va dire, du début des années 2000. Si vous ajoutez à ça le développement de l'informatique distribuée, c'est-à-dire à la fois des capacités, mais aussi de la démocratisation des outils, on obtient un accroissement de la capacité du traitement des données. Et si vous conjuguez cette donnée très fine et l'essor de l'informatique distribuée, vous obtenez une espèce de data Eldorado, qui pour moi est la suite de la vague du digital qui a traversé les années 2010 et qui est porteuse de promesses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients veulent y aller. On sent que le marché est vraiment sensible à ça. Et alors on s'est dit, mais quelle est cette valeur? On a essayé d'analyser ça un peu dans différentes catégories. Je vais passer vite fait dessus. Premier type de valeur, et ça c'est un peu le traditionnel, c'est alimenter les décisions. Sauf qu'aujourd'hui, les décisions ne sont plus que dans les mains des décideurs. C'est quelque chose qui peut même se faire bah, au niveau de chaque personne. C'est ce qu'on appelle être data-centric. Quelque part, donc, savoir utiliser la donnée pour prendre des décisions à tous les niveaux reste un facteur clé de ce qu'on fait avec la data aujourd'hui. Mais on a aussi le fait que la donnée étant plus fraîche et plus contextualisée, on peut prendre des décisions plus réactives. Un exemple très simple de fraîcheur de la donnée, c'est la lutte contre la fraude. C'est quelque chose qui doit arriver en temps réel. Ça peut être les notifications que vous recevez sur votre téléphone pour avoir des actions contextualisées. Par exemple, je sais pas, vous pilotez avec un GPS, bah voilà, il y a un accident, vous prenez un détour. Ça, typiquement, c'est des choses qui sont faisables grâce à la fraîcheur de la donnée. Troisième type de valeur, l'analyse prédictive. Alors, on pense forcément machine learning, intelligence artificielle, mais c'est des choses qu'on faisait avant, on le fait de mieux en mieux, on l'a au quotidien avec la météo, et c'est aujourd'hui une grande promesse qu'on a, qu'on peut retrouver aussi dans la vie de tous les jours. On pense au monde de la santé, par exemple, où on a des modèles qui permettent aux patients atteints d'épilepsie d'anticiper leur crise et de se mettre en sécurité. Le quatrième, c'est l'hyper-personnalisation. Alors ça, c'est ce qu'il y a derrière un peu cette finesse de l'information couplée au grand pouvoir du marketing, hein. Les géants du web se sont faits avec de la publicité. Forcément, on arrive dans l'hyper-personnalisation à la fois de la publicité, mais aussi des offres, des contrats. Vous voyez avec vos mutuelles, avec vos forfaits de communication. On arrive dans quelque chose de hyper personnalisé, adapté à vos besoins. Et le dernier, aux antipodes de peut-être l'aspect mercantile, c'est l'image de marque. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des États qui ont le devoir ou la volonté d'être transparents, donc de publier la donnée. Ça, c'est important pour leur image de marque. Mais vous avez aussi des enjeux autour de la data sur du partage de données abusif. Donc ça, c'est une fuite de données un peu volontaire. Mais aussi les fuites de données plutôt involontaires, les récents épisodes de hacking qui font que ça entame sérieusement l'image de marque. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel aujourd'hui quand on parle de la valeur de la data. Bon, mais pour aller chercher cette valeur, ça se fait malheureusement pas sans difficulté. Et je vais passer la main à Luc pour vous évoquer quelques écueils. Bonjour à tous, Luc? merci Borémy. Pour atteindre toute cette valeur, on a rencontré plusieurs écueils, nous en tant qu'Octo. Le premier écueil qu'on a rencontré,
C'est la grosse plateforme data sans client. Donc, c'est une plateforme qui est pensée en sa globalité. Elle va comporter tout un tas d'outils, tout un tas d'options pour répondre à beaucoup de besoins. L'inconvénient, en fait, c'est que c'est très long et très long à développer. Et cette lenteur amène à des difficultés à répondre à des enjeux du projet. C'est-à-dire que les outils vont être obsolètes au moment où la plateforme devient utilisable. Pardon. On va avoir un deuxième écueil qu'on a rencontré, c'est la bibliothèque sans catalogue fiable. En gros, c'est l'idée qu'on veut aspirer la donnée de partout, de n'importe quelle source de données, sans forcément penser à son besoin ni à son utilisation. Et du coup, on se retrouve avec un gros répertoire partagé dans lequel c'est très difficile de retrouver la donnée pour pouvoir l'utiliser, l'exploiter et la valoriser. On a aussi le fameux modèle qui n'arrive pas en prod. Ça arrive très souvent pour les modèles de data science qui sont prometteurs, mais ils sont dans l'incapacité de savoir si la donnée est bonne ni d'où elle vient. C'est souvent compatible avec les process d'entreprise, comme les outils. Un outil pour un POC est rarement l'outil utilisé en prod. Ne convient pas non plus forcément au calendrier des en production. Et on en vient aussi à cette chose, ça qu'on aime bien dire, c'est qu'un POC, ce n'est pas un MVP. C'est deux choses différentes. Le POC a pour usage vraiment d'initier des sujets, le MVP a pour but d'aller en prod. On va arriver sur le quatrième qui est qu'on va trop expérimenter sans capitaliser. Souvent, on va faire des MVP pour apprendre et on va capitaliser pour aller plus vite dans les autres expérimentations. Il y a d'autres MVP. Le danger, en fait, lié à tout ça, c'est qu'on veut souvent vouloir aller trop vite. On va vouloir lancer des dizaines de MVP en parallèle. Ces dizaines d'expérimentations vont rencontrer les mêmes problèmes. Et au lieu d'apprendre de l'une et de réinjecter les apprentissages dans les autres, on va du coup subir les mêmes embûches pour chacune des expérimentations. Et si en plus on veut capitaliser parmi toutes ces équipes, il faut, en plus de gérer les expérimentations, gérer la communication pour pouvoir bien communiquer, pour pouvoir bien partager nos douleurs et du coup pouvoir avancer. On a aussi maintenant un cinquième écueil qu'on a rencontré, c'est l'équipe transverse qui centralise tout. Alors, cette équipe, donc c'est souvent une équipe data, elle centralise car il travaille avec toutes les équipes et tous les corps de métier. Et donc, en fait, on va vite centraliser toute la complexité de l'entreprise autour d'une même équipe. Par exemple, chaque projet va avoir un certain rythme de vie, un certain rythme de diffusion de données. Certaines équipes vont émettre des rapports mensuels, d'autres vont être par batch, d'autres vont avoir des rapports bimensuels, annuels. Et du coup, cette équipe transverse, elle va devoir trouver le dénominateur commun entre toutes les autres équipes. Et vous vous doutez que c'est très compliqué de trouver un dénominateur commun quand chacun a une fraîcheur de données différente. Donc, avoir du coup un rapport de données cohérent est assez complexe. Et enfin, on va aborder le dernier point qui est la sécurité et la confidentialité a posteriori. Si on reprend un petit exemple du POC de machine learning, on peut se retrouver avec des données personnelles de clients sur les postes de développement. Donc, vu que les données sont copiées, partagées pour trouver la valeur et aller très vite, en fait, on n'a aucune possibilité de tracer la donnée. Et donc, voilà, ce sont les différents écueils que nous avons rencontrés. Et maintenant, je vais laisser la main à Cédric. Cédric Martin, pour nous parler des tendances ici. Bonjour à tous. Alors, bon, comme Luc vient de nous illustrer à l'instant, on a tenté de capter cette valeur de la donnée de certaines façons et on est tombé sur des écueils. Pour autant, en fait, ce qu'on observe, nous, au niveau du marché, c'est que les gens ne se sont pas arrêtés là. Et en fait, il y a des tendances qui se dégagent, qui permettent justement de pallier les problèmes qu'on vous a mis en avant précédemment. Du coup, première tendance qu'on identifie, c'est la réconciliation de l'innovation et de la production.
Quand on oppose innovation et production, en fait, on se retrouve dans les problèmes, dans l'un des problèmes que vient d'illustrer Luc, typiquement le modèle de machine learning qu'on ne peut pas mettre en prod. Donc, bon, on a en fait un sujet qui est innovant, qui nous propose, enfin, en tout cas, qui nous propose des fonctionnalités qu'on n'avait pas auparavant. Mais en fait, on ne peut pas le mettre en production, ou en tout cas, on a du mal à le mettre en production. Et pour pallier ça, en fait, aujourd'hui, on peut parler vraiment de la réconciliation de l'innovation et de la production. Et pour ce faire, en fait, on peut voir ça sous 2 axes. Premier axe sur favoriser l'expérimentation et l'autonomie des équipes. Pour innover, du coup, pour continuer en fait à proposer des idées nouvelles, du coup, on va voir en fait des équipes qui vont pouvoir être autonomes, qui vont pouvoir définir les choix en fait qu'ils vont faire pour leurs produits et qui vont pouvoir avancer pas à pas. Ne pas poser, par exemple, faire du big design upfront, comme on dit, de ne pas poser toutes les guidelines en amont, enfin poser un plan dans le dur en amont, mais de partir en fait sur une vision et d'avancer dessus incrémentalement en apprenant de leurs erreurs. Mais de faire ça dans un contexte particulier qui est le contexte de production du système d'information et de viser en fait à être industrialisé très rapidement. C'est-à-dire qu'on ne va plus être juste dans un contexte où on va essayer de prouver qu'on arrive à faire quelque chose, mais on va essayer en fait de démontrer cette valeur et de viser en fait directement la production. Et c'est dans ce contexte qu'on voit fleurir notamment différentes pratiques préfixées Ops, telles que DataOps, MLOps, qui en fait se propose d'apporter dans les contextes data des réponses à des spécificités qu'on peut avoir dans toute l'industrialisation de mise en production sur des outils data. Deuxième tendance qu'on observe, c'est l'adoption des architectures orientées événements. De plus en plus, on voit des SI qui maintenant propagent leurs données à travers des événements métiers. Et nous, on a identifié trois raisons importantes qui nous semblent importantes à mettre en avant. Déjà, on a un sujet d'intégration au niveau du métier. Quand je propage un événement métier, en fait, je ne suis pas en train de propager un événement technique au sein de ma base de données pour répliquer cette donnée dans un autre système. Je propage un événement qui est autoporteur, qui est explicite pour tous et que je vais pouvoir prendre ensuite pour exécuter, pour lancer derrière un traitement métier. Contrairement à une approche d'intégration par la donnée, en fait, où je vais en fait capter un delta, par exemple, sur une base de données via un change data capture, la stocker quelque part, et je vais devoir ensuite lancer un traitement métier lancer le traitement métier qui va bien. Ça me permet entre autres aussi également de m'abstraire en fait de la connaissance que j'aurais dû avoir sur un mode d'intégration par la donnée où en fait il faut que je comprenne aussi un minimum le schéma en face pour savoir en fait quand il y a un changement d'adresse, ça veut dire qu'il y a tel champ dans ma base qui a changé et que je dois le répliquer chez moi. Ça a aussi le bénéfice de pouvoir faciliter le traitement au fil de l'eau, étant donné qu'on va étant donné qu'on va avoir des événements qui vont être levés au moment d'une action. On va pouvoir prendre ces événements et pouvoir les traiter au fil de l'eau petit à petit, plutôt que d'avoir, on va dire, un mode où on va accumuler en fait un ensemble d'événements et de le processer par batch. Du coup, on gagne en fait justement sur cette fraîcheur de données parce qu'on va exécuter ces actions au moment où cet événement va être lancé, donc quasi temps réel. Et ça va permettre également de décloisonner cette donnée. En fait, quand ma donnée, elle est dans mon système, enfin dans ma base de données, en fait, il faut arriver à exposer en fait à tous les autres systèmes qui ont besoin d'avoir cette donnée pour exécuter leur traitement. Sur un mode architecture orientée événement, via le pattern PubSub, ce qu'on peut faire, c'est on va publier cet événement métier au sein
d'une file de messages, d'un broker de messages. Et tous ceux qui voudront pourront s'abonner en fait à cet événement pour exécuter un traitement, en étant totalement découplé de tout ce qui se passe en amont par ailleurs. Je vais passer ensuite la main à Borémy pour la prochaine tendance. Merci Cédric. Alors, la prochaine, du coup, je reviens pour vous reparler de ma fracture précédente. Il y a une vraie tendance qu'on observe dans le rapprochement de l'opérationnel et du décisionnel. Alors, c'est pas juste un rapprochement n'importe comment, on le décompose en 4 grands aspects. Le premier, c'est une tendance à l'autonomie et à la décentralisation pour passer à l'échelle. Il y a 20 ans, quand on faisait, on va dire, du dataware, c'était ou du datamart, il y avait vraiment cette idée locale. On faisait un datamart propre à une BU, propre à un métier. Donc, on essayait de tout faire converger à un endroit avec une équipe qui gérait le gros et ensuite on redistribuait. Aujourd'hui, on est dans un monde distribué avec des partenaires, des écosystèmes, de l'intégration à tous les niveaux dans les SI. Aujourd'hui, il est essentiel de donner de l'autonomie, comme nous proposait Cédric, pour pouvoir lancer de l'innovation et vraiment décentraliser. Si on décentralise, c'est qu'en fait, on se rend compte que la connaissance métier, dont nous parlait aussi Cédric précédemment, c'est que cette connaissance métier, par exemple, la finesse de la relation client, la finesse de la logistique, c'est des choses qui sont bien calquées sur des équipes dont c'est le métier, quelque part. Et aujourd'hui, comme cette connaissance est dans cette équipe, il nous paraît pertinent, et on n'est pas les seuls, hein, c'est un des fondements du mot à la mode data mesh, du buzzword data mesh, qui est de dire, bah voilà, en fait, on va faire en sorte que ce soit la même équipe qui à la fois fasse la génération de données opérationnelles, donc par exemple la logistique, mais aussi l'exposition de cette donnée pour les autres. Et du coup, on a au sein de cette même équipe le rapprochement des fonctions traditionnellement SEO, SID. Le troisième aspect, je vous en ai déjà parlé beaucoup, mais la réactivité quasi temps réel est incontournable aujourd'hui pour tout un type de cas d'usage dont je vous ai parlé. Et donc aujourd'hui, toute cette grande fracture qu'on avait avec l'ABI fait que de la lecture et sort des rapports toutes les semaines ou le lendemain, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que même dans les magasins, les chefs de rayon changent de priorité dans la journée en fonction des chiffres de vente. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus réactif, de plus en plus souple. Et du coup, cette grande séparation devient de plus en plus embêtante, finalement. Et sur Alors, le dernier aspect est un peu plus lié à la manière dont en fait on implémente nos systèmes. Pendant longtemps, on avait des technologies, des modélisations différentes. Aujourd'hui, cette exception technologique est de moins en moins recevable. On le voit déjà avec la vague du cloud qui passe un peu sur tous nos systèmes, qui rend aujourd'hui un peu standard ou très répandu l'usage du stockage objet et de tous les formats de stockage type parquet, enfin colonnaire afférent, qui aujourd'hui donne une base commune à la fois pour faire de l'opérationnel et du décisionnel. Et on revoit aussi revenir, alors c'est un peu la licorne, mais peut-être que cette fois-ci ça va prendre, des bases hybrides capables de supporter à la fois des workloads OLAP et OLTP, sans forcément non plus coûter un bras comme les appliances le faisaient il y a quelques années. On peut citer toutes les techniques de virtualisation type Presto par exemple, ou des solutions type Dataware on the cloud, type Snowflake par exemple, qui sont, on pense, prometteuses de ce point de vue-là. Tendance suivante, un peu plus sociétale, celle-ci, on l'a baptisée démocratisation de la data. Alors, je pense que ça ne vous aura pas échappé parce que voilà, ça concerne vraiment tout le monde. Aujourd'hui, l'exposition et la sensibilisation à la data n'a jamais été aussi forte. L'exemple incontournable, c'est effectivement les courbes du Covid. Aujourd'hui, tout le monde a compris l'intérêt et pourquoi on devait faire une moyenne glissante à 7 jours pour éviter les effets du week-end et tout ça. Et ça, voilà, je trouve qu'il y a 15 ans, c'était beaucoup plus difficile à expliquer. Et là, aujourd'hui, tout le monde en fait l'expérience. Tout le monde est capable de suivre des courbes, de voir des courbes par département, etc. Et je pense que c'est précieux parce qu'il y a à la fois une sensibilisation et une appétence à ça. Cette appétence, elle est aussi drivée par l'idée de l'open data, donc l'idée d'ouvrir de la donnée, que ce soit obligatoire par volonté, mais aussi avec des initiatives
vraiment des constructions collectives. Je peux citer OpenStreetMap, par exemple, ou par exemple Wikidata, qui est le pendant, si vous ne connaissez pas, de data de Wikipédia, où vous avez donc des jeux de données maintenus, prêts à l'emploi, et qui peuvent vous aider à justement construire des analyses et analyser un petit peu, modéliser. Dernier point autour de la démocratisation de la data, et je pense qu'il ne faut surtout pas l'évacuer, c'est l'hostilité croissante de l'opinion vis-à-vis des traitements de données personnelles. Alors, je pourrais citer Cambridge Analytica. Je l'aime bien parce que ça montre à quel point les comportements Facebook, donc personnels, finalement intimes, ont des impacts dans la vie publique politique, puisqu'on a essayé de manipuler des élections à partir de données un peu de préférences et de groupes Facebook. Mais au-delà des grandes affaires, il y a quelque chose qui ressort aussi dans les sondages, c'est que aujourd'hui, tout ce qui va être publicité ciblée, la fameuse hyper-personnalisation dont je parlais précédemment, commence à être mal vécu. Vous allez en vacances chez votre oncle qui est fan d'alcool fort, par exemple, et vous allez vous prendre des publicités d'alcool fort juste parce que vous avez vu la même IP pendant longtemps. Et ça, c'est perçu de manière assez violente et de manière assez intrusive par le grand public. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait de la data, c'est qu'on est souvent vu comme des savants fous et de dangereux manipulateurs. On va vous donner quelques conseils maintenant pour construire durablement sur la base de ces tendances. Cédric? T'es mute, Cédric? Pardon, j'ai oublié de me démute. On commence par des premiers conseils, en fait, qui s'appliquent sur vos initiatives data, mais pas uniquement, parce qu'au final, vos projets data sont aussi des projets informatiques. Premier conseil, c'est l'industrialisation et la qualité sont non négociables. En fait, aujourd'hui, vous devez pouvoir être en capacité d'industrialiser toute votre chaîne de bout en bout parce que ça va vous permettre en fait d'accélérer en fait de délivrer cette valeur parce qu'au final la valeur c'est quoi, c'est du code qui va répondre à un service et que vous allez mettre en production. Arriver à le faire et le faire rapidement, ça passe par une industrialisation poussée et aussi à des pratiques de qualité qui vont faire en sorte que cette valeur va vous rapporter plus qu'elle va vous causer en bug, par exemple. Deuxième point, c'est adopter des architectures et des standards évolutifs et émergents. Ne posez pas votre design, ne faites pas du design écrit dans le marbre en amont et qui représente un plan à respecter scrupuleusement. Nous, ce qu'on propose plutôt, c'est de se donner une vision par rapport à vos objectifs, qui va être de donner une vision et d'avancer dessus de manière évolutive en fonction de ce que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, si vous détectez que vous avez de la donnée, en fait, de la donnée sensible, que vous ne pouvez pas la faire sortir, que 20% de vos données est sensible, que 80% ne l'est pas et que vous pouvez aller sur une solution hybride entre on-premise et cloud, ça va vous permettre de donner une vision sur où est-ce que vous allez vouloir aller, mais ne prenez pas cela en le marquant complètement dans le marbre. Permettez-vous, en fait, de le faire évoluer au fur et à mesure de ce que vous allez découvrir pendant la mise en place de votre architecture. Et il en va de même pour vos standards que vous devez avoir évolutifs, émerger et que vous devez faire adopter aussi, que les équipes doivent adopter. Et pour arriver à faire ça, en fait, il faut une culture en fait, qui va porter en fait, la possibilité justement d'être évolutif et on va dire de s'adapter face au changement, qui est importante et que vous devez aussi favoriser au sein de vos organisations. Et je vais passer la main à Borémy ensuite sur les conseils. Ouais. Alors ça, c'est des conseils, si vous êtes habitué au discours Octo, forcément vous allez retrouver des choses qu'on porte. Et en particulier sur la data, et c'est la raison pour laquelle on a choisi ce titre, on a deux grands conseils à vous donner. Alors ça aura échappé, je pense, à assez peu d'entre vous que le titre est inspiré de la citation de Rabelais, Science sans conscience et que ruine de l'âme. C'est ce qu'on voulait vous transmettre via
cette idée de construire la confiance. On parle d'usage raisonné de la data, et ça arrive pas après coup, ça arrive pas en cinquième roue du carrosse, c'est tout de suite dès le début. On espère que on vous avez un peu expliqué pourquoi. Et en fait, construire cette confiance et la bâtir, ça prend du temps. Ça passe par mettre en place des guidelines de sécurité, vérifier que la donnée est collectée pour un usage et qu'elle est utilisée que pour ça et pas pour un autre usage. Ça, c'est très important parce que la confiance peut se perdre très vite de nos jours. C'est un sujet très sensible. Et pour finir, ça a été un peu le fil rouge de toute notre intervention là, avant qu'on passe la main à David pour vous parler de ce qu'ils ont fait avec FedEx. On pense que la valeur métier avérée doit être le principal pilote de vos initiatives. Ça va éviter les effets de big design upfront, de plateformes un peu laissées à l'abandon. Ça pose aussi une question, et c'est pas le sujet, mais on pourra en reparler, de la mesure de cette valeur métier. C'est assez difficile, mais néanmoins, je pense qu'il faut s'y astreindre afin de pouvoir aligner un peu tout le monde sur ce qu'on vient chercher et pourquoi on lance ces initiatives qui sont exploratoires et donc qui peuvent parfois échouer. David, je te passe la main. Avec plaisir, merci Borémy. Donc, nous, DataStax, on va apporter une vision éditeur et un retour d'expérience autour de ce qui a été tracé jusqu'ici en termes de définition de valeur, d'écueils rencontrés, de bonnes pratiques à respecter et au final de la valeur métier à cibler. Et l'exemple qui nous a paru être pertinent pour illustrer tout cela est celui de FedEx. FedEx, entreprise internationale bien connue, qui est présente sur tous les continents et qui d'ailleurs a été confrontée dès 2013 à une obligation de se réinventer de l'intérieur pour rester dans cette haute course à la compétition internationale. Donc, pour partir d'une citation, je reprendrai celle de Frederick Smith, le fondateur de FedEx, qui disait que les informations sur le colis sont tout aussi importantes que le colis lui-même. Et c'est avec cette vision en tête, en fait, qu'ils se sont lancés dans la redéfinition d'une stratégie où la plateforme data est devenue centrale. Leur objectif était d'avoir des données actives partout, au travers de tous les continents, ces données devant être hautement disponibles, et le tout avec une recherche de performance qui ne pouvait être qu'accrue. Donc, face aux limites qu'ils commençaient à percevoir de leurs anciens systèmes, il fallait qu'ils posent une triptyque autour d'une plateforme robuste, évolutive et flexible. L'entreprise s'est alors lancée dans un programme de transformation numérique avec plusieurs objectifs qui ont été jugés alors très ambitieux, au premier rang desquels la réduction de tous les développements hérités et leur refactoring, prendre une logique data centrée et enfin mettre en place une plateforme qui soit cloud native pour donner une perspective d'agilité. Et bien que ce soit ambitieux, ils ont commencé par mettre en place des principes simples, tels que l'abstraction de la couche de données, puis la consommation des couches de données par le biais de services API, le tout en cherchant toujours à optimiser la latence et à s'assurer d'une approche anti-anthropique pour éviter tout risque majeur de panne qui, à leur échelle, était d'un point de vue business absolument catastrophique. Pas besoin de rappeler la pression concurrentielle à laquelle ils étaient confrontés vis-à-vis d'AWS, qui, nonobstant d'être leur premier partenaire, est devenu aussi leur premier concurrent. Et par rapport à cette concurrence majeure et massive, et véritablement risquée, eh bien le choix alors de FedEx est de s'orienter vers des technologies open source, cloud native, et notamment avec une base de données NoSQL, couplé à un système de event messaging pour bénéficier en fait d'une logique délibérément temps réel. Sur cette trajectoire, l'un des points critiques de cette transformation digitale pour eux a été de réussir à passer d'un modèle d'accès aux données basé sur un modèle relationnel à celui orienté requête,
le tout dans un cadre temps réel. Alors, tout ça pour dire que si j'ai pris du temps pour exposer l'historique du cas FedEx, c'est pour tirer de leur histoire les grands concepts qu'on peut derrière sortir de leur cas d'espèce, de leur cas d'usage, pour les généraliser à des objectifs qui peuvent être les vôtres. Et je vous propose de les décliner. Donc, quand on tire les leçons du cas FedEx, eh bien, le point saillant en fait, de leur réflexion et de leur mise en œuvre a été de travailler dans une logique de phase data layer qui permet de faire écho à une dynamique de temps réel d'une part, mais aussi d'opérationnalisation de la data, notamment lorsque on doit créer une dynamique et une cinématique avec de la data qui est batchée dans des environnements data warehouse ou de type machine learning, pour lui donner vie, pour lui donner une puissance business dans la chaîne opérationnelle. Et ce point de jonction, c'est le phase data. Et ce phase data doit contenir en fait différentes natures de critères pour prendre tout son sens. Alors, le phase data, c'est une couche d'abstraction qui va se mettre au-dessus des systèmes tiers et des systèmes legacy, car il n'est pas question ici de casser toute une ossature qui fonctionne, mais plus particulièrement d'en tirer profit, d'en mesurer les limites et de savoir où spécialiser le point de transformation pour effectivement maximiser la valeur. Et ce sujet-là, c'est le phase data layer qui doit permettre notamment, si on fait référence au cas FedEx, d'être déployable sur plusieurs continents, donc de géodistribuer la data avec une logique d'hypercroissance de la donnée dans un contexte temps réel, tout en gardant des prérogatives de sécurité, bien sûr, de faire en sorte que quel que soit l'endroit du monde, quel que soit le scénario, la donnée reste accessible, reste disponible. Et dans l'actualité récemment, si on devait citer l'exemple malheureux d'un cloud provider français, on a pu se rendre compte que ce n'est pas forcément des choses évidentes à faire. L'autre aspect, c'est de pouvoir simplifier les interactions entre l'univers implicatif et l'environnement ou le back-end data. Facile à dire, difficile à faire. L'idée étant de travailler plus sur une approche orientée API, de plus en plus, pour faire en sorte que on masque la complexité de l'interaction avec la base de données aux développeurs pour qu'ils soient plus productifs et soient en mesure de développer ou d'apporter un time to value ou un time to market au projet plus efficace. D'être aussi cloud native, c'est-à-dire de pouvoir prendre acte et d'être prêt pour se prépositionner pour des phases d'agilité et d'augmentation de systèmes pour faire face à l'augmentation des données. Et le tout, bien sûr, avec l'idée en tête de chercher à réduire le TCO et d'optimiser la valeur métier. Ça, c'est grossièrement, jusque-là, le concept autour du phase data layer comme élément central d'un programme de transformation numérique. Quand on se place en perspective et qu'on regarde les tendances, comment le marché évolue par rapport à cette mise en œuvre du phase data layer, nous, d'un point de vue éditeur, nous constatons un certain nombre de faits que nous souhaitions porter à votre attention et qui d'ailleurs inspirent une large partie de notre stratégie produit, d'ores et déjà et pour les prochaines années. Alors, cette tendance-là, quelle est-elle? Vous ne serez pas surpris de voir que l'évolution majeure est autour de l'hybridation, cette capacité à tirer profit des infrastructures on-premise pour pouvoir petit à petit s'étendre de manière agile vers le cloud avec des stratégies qui, là aussi, visent à une certaine nature d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis des cloud providers. Donc, la trajectoire, elle est hybridée vers le cloud, voire vers du multi-cloud. Pour gagner en abstraction de gestion des couches de stockage et donc d'agilité dans la manière de pouvoir faire évoluer les projets sans associer à chaque fois une dépendance accrue vis-à-vis des systèmes de gestion de données, la logique d'object storage, c'est quelque chose qui fait écho à une notion qui a d'ores et déjà été décrite par Borémy, elle est là ici fondamentale parce que elle va donner en fait le véritable grand levier d'agilité dès lors qu'il va s'agir de parler et de faire la jonction entre le temps réel et l'historique. De pouvoir
être dans une approche hautement distribuée et hautement neutre d'un point de vue data. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il que d'un point de vue capacité de déploiement, on puisse garder une efficacité, une opérationnalité qui soit tout aussi efficace. Et là, la dynamique apportée par Kubernetes, et notamment sur l'aspect stateful, remplit tout cet objectif. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ici que tout doit aller d'un point de vue data avec Kubernetes. C'est simplement une tendance aujourd'hui que nous voyons et qui inspire largement l'évolution des produits et des backend data. Et on va pouvoir d'ailleurs stocker sur Kubernetes la partie base de données classique, mais aussi la partie streaming. Ce qui fait que, au-delà de tout ça, pour faciliter cette interaction avec les applications, la logique d'API proxy ou d'API gateway est véritablement un game changer dans la mesure où non seulement elle permet de décorréler le compute et le storage pour une meilleure performance, en même temps qu'elle apporte une agilité fonctionnelle qui permet aux développeurs d'avoir une dimension polyglotte au niveau des databases, de maximiser les vertus du multimodèle, sans avoir à connaître la complexité du back-end. Cette tendance que je viens de vous décrire ici, ces grandes orientations, en fait, nous, DataStax, on les a d'ores et déjà implémentées dans notre portefeuille produit. Et on a repris exactement les éléments pour se calquer à chacune des strates pour apporter la valeur d'entreprise. Vous voyez que nos solutions peuvent être déployées sur des formats multiples d'hybridation, de cloud et de multi-cloud, où on peut faire au-dessus, une fois déployé sur Kubernetes, la jonction entre la partie persistance de la data et la partie streamée, la persistance se faisant au travers d'une base de données NoSQL, Cassandra, et le streaming à partir de Pulsar, qui est un équivalent de Kafka conceptuellement, et Stargate, qui va nous servir d'API Gateway. Le tout qui permet de faire l'interaction avec les frameworks des développeurs. Ainsi, avec une stack unique, en fonction du rôle que l'on a dans l'entreprise, on va pouvoir tirer profit de cette définition intégrée pour y voir plusieurs avantages. En tant que développeur, eh bien, je vais avoir la facilité d'interaction, on l'a d'ores et déjà dit. D'un point de vue API, d'un point de vue opérateur DevOps, eh bien, grâce à l'automatisation que me permet Kubernetes, je vais sécuriser, simplifier, optimiser mes processus de déploiement et derrière ma capacité à faire face rapidement à l'imprévu, aux pannes, etc. Et bien sûr, en tant qu'enterprise architecte, CTO ou CIO, eh bien, je comprends d'ores et déjà le bénéfice économique que je vais avoir à tirer de ce type d'architecture. Donc, vous voyez, un exemple client, FedEx, une conceptualisation par rapport au retour d'expérience qu'on peut en tirer, le fondamental autour du Fast Data Layer, la mise en perspective par rapport aux tendances du marché, comment cela map un catalogue produit. Tout ça, ça doit servir à une conclusion pragmatique, c'est-à-dire grosso modo, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Eh bien, si on se positionne dans le cas de FedEx, on voit bien que orienter comme ça sa stratégie de modernisation numérique, ça leur a permis pour eux de s'émanciper par rapport à AWS dans un moment où la concurrence était très rude. Et notamment de pouvoir continuer de tirer profit de leur back-end, de leur arsenal RDBMS basé sur Oracle et DB2, mais d'en faire un gain de performance, en fait, de ne pas se retrouver coincé dans la manière d'affronter leurs nouveaux objectifs tout en devant gérer les contraintes liées à leurs anciens modes de fonctionnement. Ça a été la première étape de leur phase projet. Le deuxième bénéfice et élément aussi de leur phase projet, ça a été de pouvoir étendre leur capacité de connaissance autour de la data par justement la mise en place d'un cycle opérationnel entre les obligations logistiques temps réel et cette manière de devoir créer de nouveaux use cases, faire face à de nouveaux challenges, véritablement être en capacité de jouer de l'hyper-personnalisation qui a été déjà évoquée. Bref, entre de l'analytique avec Spark,
l'intégration avec des technologies graphes, il y avait là une deuxième étape de valorisation data qui leur a permis d'aller au-devant de nouveaux use cases et par conséquent de générer de nouveaux points de valeur. Et enfin, le troisième axe, c'est de pouvoir généraliser cette approche, véritablement avoir un effet d'économie d'échelle pour être efficace sur le maximum de points jonction de leur cas d'usage. Et c'est donc la généralisation de ce fast layer, en fait, à la majeure partie de leur patrimoine applicatif stratégique. Donc, ça fait partie des grandes leçons que nous tirons. C'est-à-dire que cette modernisation de la data platform par la mise en œuvre d'un fast data layer, c'est un fluidifiant vers la valeur business, tout simplement parce que tout n'est que capitalisation, optimisation et une sorte de mise en musique, en fait, une orchestration fine de composants stratégiques. Pour finir, au-delà de l'exemple, sur une conclusion pragmatique, je voulais aussi ouvrir sur, en fait, ce que doit permettre le Fast Data Layer et dans quelle dynamique il s'inscrit pour le futur. Et ça, c'est la version du chef Digital Officer de Macquarie Bank qui nous le dit. C'est-à-dire que le Fast Data Layer doit être prêt à s'ouvrir vers le nouveau paradigme qui est celui du as a service. C'est la prochaine nouvelle étape qui viendra véritablement fluidifier la partie opérationnelle pour faire en sorte que les énergies et les budgets se concentrent sur la dynamique métier. Voilà. Je vais désormais passer la parole à Myriam pour les questions-réponses. Merci beaucoup David pour ce retour d'expérience. Effectivement, on se rejoint sur quelques-unes des tendances que vous voyez en tout cas dans vos missions, j'imagine, et avec vos clients, notamment sur l'ouverture de la donnée, la partie infra as code, bien sûr, qui est hyper importante. On a parlé de l'industrialisation, etc. On a parlé de stockage objet que l'on voit aussi, et bien sûr la tendance multi-cloud et cloud hybride, forcément, il y a une vision à construire autour de ça. Donc, l'exemple FedEx, pour ça, a été hyper intéressant parce que voilà, Amazon est un concurrent aussi. Donc, je suis sûre que nous avons parmi nous des clients qui vivent un peu ce genre de choses. Racontez-nous tout, n'hésitez pas. Il y avait une remarque d'Emmanuel à un moment sur la frugalité. Je crois que c'était toi, Borémy, qui avait parlé de ça. Franchement, est-ce que c'est vraiment osé de parler de frugalité et data ou... Pour nous, c'était plus une évidence, mais je te laisse. Ouais, j'espère vous avoir convaincu que c'est plus qu'une frugalité. Alors, j'ai pas cité le RGPD explicitement, mais vous l'aurez senti. Le RGPD, ça reste... alors, il y a plein d'enjeux autour de ça, mais ça reste aussi une vraie demande des consommateurs, enfin des consommateurs, des citoyens, pour aller jusque-là. Et aujourd'hui, ne pas en tenir compte... ça me paraît difficile. J'ai rencontré plusieurs DSI qui me disaient « Ah, le RGPD, ça va arriver, c'est pénible, il va falloir qu'on fasse des développements. » Je dis « Oui, mais de toute façon, un, vous ne pouvez pas y couper. Et deux, voyez-le comme une manière de dire « Mais en fait, je fais attention à mes clients, je prends soin de vos données, je prends soin de vous. Et c'est vraiment... Enfin voilà. Prenez-le plutôt comme une opportunité, un moyen de montrer que vous avez du respect et vous faites attention aux données clients plutôt que comme une contrainte. » Et deuxième, sur la frugalité. Alors, frugalité, oui, mais il y a un côté un peu perso. Moi, je pense que le choix de terme qu'on a utilisé, c'était l'utilisation raisonnée de la donnée. Ça va un peu plus loin que la frugalité. On parle aussi de minimalisme. Je sais que c'est un terme qui te tient à cœur, Myriam, le data minimalisme. Voilà, data minimalisme, il n'y a pas cette idée du à quoi ça sert, pourquoi. Il y a vraiment raisonner, il y a l'idée de bien argumenter pourquoi c'est ça, et c'est pas juste le minimum, c'est ce qu'il faut. Alors oui, voilà. Pardon, je rebondis sur Julien. Tout à fait, merci. Ouais, en fait, ça c'était un peu quand Luc nous parlait du pattern de la bibliothèque sans catalogue, c'est un peu le pattern du au cas où. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà visité des garages. Enfin, quand j'ai acheté une maison, j'ai visité des garages. Les gens, ils jetaient rien au cas où. Et du coup, quand on voulait quelque chose, ça prend des heures parce que malheureusement, ils n'ont pas de catalogue. Et aujourd'hui, ce que nous dit le RGPD, d'un point de vue, on va dire, légal, mais aussi d'un point de vue attention des consommateurs,
c'est que vous ne pouvez pas collecter la donnée n'importe comment pour n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Ça a été possible pendant un temps, et maintenant, au moins en Europe, et c'est en train d'être la tendance plus largement, on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, dire je veux tout stocker au cas où j'en aurais besoin, non, c'est compliqué. Oui, d'ailleurs, en fait, quelque part, hein, moi, ce que j'aime bien dans cette vision-là, c'est qu'on peut voir les choses de deux façons différentes, c'est-à-dire, en effet, la frugalité permet aussi d'être plus pragmatique, de collecter uniquement ce dont on a besoin pour un use case donné, etc. Mais c'est aussi un argument pour nos clients, c'est-à-dire que d'un point de vue business, il y a de la valeur derrière le respect de RGPD, le respect, donc c'est quelque part une opportunité. Ouais. Et ça s'articule avec des modes de projet. Hein. Enfin, derrière l'agilité, vous avez le lean. Le lean, c'est vraiment chercher l'efficience et chercher quelque chose d'efficace et justement d'éviter cette espèce de on va accumuler de la donnée partout au cas où j'en aurais besoin. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, pendant longtemps, moi, je l'ai balayé avec le coût. C'est-à-dire qu'en fait, quand on me disait oui, je veux tout stocker et je veux un truc qui fait tout au cas où, je finissais par expliquer pourquoi ça coûtait cher. Mais maintenant, on a d'autres arguments qui sont plus puissants et je pense qu'ils sont pas balayables d'un revers de main, parce que malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, on a aussi des clients qui n'ont pas de problème d'argent. En fait, ça peut aller plus loin et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut juste balayer d'un revers de main en disant j'ai de l'argent, je m'en fiche. Remarque intéressante d'Emmanuel qui dit c'est clair que sur les datas perso, le minimalisme est la règle, les juridiques et les ops doivent faire leur révolution copernicienne. Très intéressant. Je voulais revenir, sauf si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Hein, c'est le moment, on a encore quelques minutes avec nos intervenants. Moi, je voulais revenir sur un petit point, je ne sais pas, avec peut-être toi, Cédric, où on parlait à un moment de y aller progressivement, à construire une vision. J'imagine que la partie, par exemple, multi-cloud que l'on est en train de voir de plus en plus, ou l'hybride qui commence à bien sûr, qui commence pas en fait, qui est déjà une tendance qu'on voit très fortement. Est-ce que c'est des choses qui renforcent le besoin d'une stratégie claire dans ce qu'on met en place comme outillage données et la façon dont on gère les données? Je ne sais pas, Borémy ou Cédric, ou même David. Hein. Pour moi, en fait, pour moi, dans tous les cas, positionner une stratégie claire en amont, c'est important, histoire de savoir, comme je l'ai dit, en fait, histoire de savoir où est-ce qu'on veut vouloir aller. Le tout étant de ne pas faire en sorte que cette stratégie nous verrouille sur toute la durée de la mise en place de l'architecture. Le fait qu'on soit sur des besoins de multi-cloud va complexifier en fait le sujet parce qu'on va devoir justement prendre en compte différentes contraintes entre ces clouds, connaître des produits de cloud multiples. Et ça va demander forcément à faire ça de manière le plus éclairée possible, c'est-à-dire en essayant de prendre des choix pragmatiques, mais aussi en se laissant la possibilité d'adapter en fait ce qu'on va prendre comme choix en fonction de ce qu'on va découvrir. En fonction de ce qu'on va découvrir. Donc, le multi-cloud demande une stratégie forte en amont, mais va demander aussi à avoir beaucoup d'adaptabilité face à ce qu'on va mettre en place. Et d'où l'intérêt justement de parler de cette culture, de savoir en fait évoluer au quotidien, qui n'est pas juste une question de technique, de choix de cloud, de choix de produits sur le cloud. Mais ça va incroyable. Oui, intégrer dans sa méthode le fait de devoir demain changer parce que les façons de faire changent et tout ce qu'on fait là ça évolue d'une façon impressionnante. David l'a mentionné aussi. Hein. Alors, il y a une remarque de Julien. Alors, je n'ai pas tout compris, j'avoue. Du point de vue légal, quelle loi est prépondérante? RGPD, blanchiment d'argent ou financement du terrorisme? Je peux répondre vite fait. Et effectivement, dans les exceptions au RGPD, en fait, il y a tout le... Ah, zut. Je peux répondre et j'ai plus le terme exact. Mais en gros, il y a l'usage légitime. Et typiquement, quand vous êtes une banque, la lutte contre la corruption fait partie de vos obligations. C'est comme collecter les données des clients pour faire tourner je sais pas, leur compte. C'est pas quelque chose que vous avez auquel vous devez demander un consentement ou des choses comme ça.
C'est quelque chose que vous avez le droit de faire parce que c'est un usage légitime ou réglementaire. Donc, effectivement, sur le blanchiment d'argent, financement du terrorisme, là, il n'y a pas de... Enfin, avec FATCA et toutes ces choses-là, c'est des autres obligations qui, on ne peut pas se dire droit de la personne, oublier mes données parce que je ne veux pas. Non, c'est pas possible. Oui. Effectivement. Alors, je continue avec la question d'Emmanuel. Voyez-vous des risques pour la valeur quand le data office est aussi en charge du SID, je suppose la sécurité? SID, système d'information décisionnelle. Ah oui, décisionnel, pardon, c'est vrai. Ah, je prends, tu veux? Oui, vas-y, vas-y. Ouais, des risques pour la valeur, bah, en fait, c'est un peu compliqué. Ça dépend des clients, ça dépend comment vous êtes organisé. On n'a pas parlé du data office parce qu'en fait, on a vu chez des clients que ça s'organisait de manière différente. Des fois, le data office est on va dire dans la DSI, donc traditionnel. Des fois, tout ce qui est SID est un peu à part. Ça dépend des types de clients, des organisations, de l'industrie. Et des fois, le data office est un truc à part. Et parfois, c'est même une sous-émanation du digital office qui est encore un truc à part. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez préciser, Emmanuel, lié à ça, mais en tout cas, moi, une chose que je vois, en tout cas, c'est que le SID, traditionnellement, un de ses gros apports de valeur et un de ses gros moyens de financement, c'était réglementaire. J'ai un biais banque assurance, hein, donc vous ne m'en voulez pas, mais on a quand même eu les grands chantiers qui ont été lancés, ont souvent été lancés par des réformes réglementaires, Solvency 2, des choses comme ça, BAL 3, enfin. Et donc ça donnait des gros moyens pour lancer des grands projets qui demandaient, qui justement étant des projets transverses sont très coûteux. Et donc c'était un peu ça qui les alimentait. Donc aujourd'hui, dans le data office, et c'est là où on revient un peu sur ce que disait David, la valeur, suivant celle que vous cherchez, est différente. Si la valeur, c'est de faire du réglementaire, vous pouvez le faire peut-être tous les ans, c'est pas la même que le fast data dont parlait David. Donc c'est pour ça qu'on a défini différents types de valeurs. C'est pas forcément la même réponse. Vous pouvez répartir le travail, vous pouvez les concentrer sur une équipe. Difficile. D'ailleurs, Emmanuel, si vous voulez intervenir, vous pouvez activer votre micro, hein, si vous voulez, votre vidéo aussi, si vous voulez, pour interagir avec nous, préciser votre question. Vous êtes le bienvenu. Ah, je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais... L'intervention de Safa, peut-être? Ouais, en attendant, peut-être qu'Emmanuel nous rejoigne. Safa, l'importance de DevOps et Ops, je suppose. Ouais. Avec le multi-cloud. Oui, pour moi, c'est assez clair. Hein, tu fais bien de le MLOps, souligner. pardon. Ah, MLOps avec le multi-cloud. Bah, en fait, c'est ce qu'on a arrangé d'ailleurs industrialisation, hein, Cédric. Ouais. C'est ce que tu disais quand tu disais qu'il fallait le fait d'avoir du multi-cloud, c'est potentiellement du multi-API. Donc, il faut encore plus être automatisé ou avoir une abstraction par-dessus pour pouvoir gérer cette complexité-là. Multi-cloud, c'est pas gratuit. Il y a des raisons d'y aller, mais c'est pas gratuit d'un point de vue automatisation. Donc oui, ça va décider tout ça, quoi. Tout comme l'hybride d'ailleurs, c'est Oui. des contraintes que l'on va devoir gérer avec. Bon, on arrive à la fin du temps qui était imparti. Un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas, vous avez encore, il y a quelques instants, si vous avez vraiment une question qui vous brûle les lèvres, allez-y, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. En attendant, voilà, l'équipe qui a préparé ce comptoir, je vous remercie énormément, Borémy, Luc, Cédric et David. Merci, merci beaucoup. On va vous laisser bien sûr, comme d'habitude, hein, les supports, la vidéo. Pour aller plus loin, donc vous avez tout un tas de liens extrêmement utiles pour creuser plus en amont. Et vous savez où nous trouver. Vous pouvez nous écrire, bien sûr. On transmettra aussi des messages pour notre partenaire DataStack, qu'on remercie bien sûr d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci. Et un grand merci à vous. Et puis, s'il n'y a pas plus de messages, je vous dis excellente journée. Et puis, à très vite sur les comptoirs Octo. Au revoir.